c'est du néocolonialisme qui a voulu que la France nous pousse à renoncer au fédéralisme. Et tout ça. Et on est pauvre. Les enfants sont en train de prendre les avions tous les jours des quartiers. On se cotise pour que les enfants aillent au Canada. C'est quand même terrible. C'est-à-dire qu'on a fait faillite. Ce constat là, on a fait faillite. On a fait faillite et de votre point de vue, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour que nous fassions faillite comparé au Golfe Persique. Parce que les chefs d'État ont pris l'argent du pétrole, ont mis dans leur poche. Au moment où on est en train de dire qu'on n'arrive plus à payer les fonctionnaires congolais de Brazzaville. Dans tous les réseaux sociaux, on voit le président qui est en train de marier sa petite fille, son neveu, dans un déploiement de diamants, de champagne. Voilà la réalité. C'est-à-dire qu'on a des chefs d'État qui n'ont pas su mettre en valeur les ressources de leur pays. Quand on est encore dans les bras du FMI, de la Banque mondiale, qui viennent nous dicter des choses, là où ailleurs, même les pays du Sahel qu'on disait pauvres, ils commencent à exploiter leur lithium, ils font leur lingot d'or, ils font ceci. Nous, on a fait donc quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que le FMI et la Banque mondiale viennent encore nous dicter, nous donner des leçons. On voit bien que les plans d'ajustement structurel nous ont plongés dans la misère jusqu'à aujourd'hui. Le Cameroun est pauvre, avec un SMIC qui ne ressemble à rien. Là où on devait avoir 150 000 de SMIC, parce que le pays, la vie coûte cher, on ne peut pas se loger, avoir l'électricité, envoyer les enfants à l'école. Aujourd'hui, même l'école publique, il faut payer. Alors, qu'est-ce qui manque à la zone CEMAC en dehors de la gouvernance? Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui que la classe politique, opposition, société civile et même les populations s'accommodent de cette mauvaise gouvernance? Non, les populations, pardon, il faut les laisser tranquilles. Il y a des économistes. On a envoyé des enfants à l'école. Ils ont ramené des diplômes. Il y a des économistes. Il faut qu'ils s'asseyent et qu'ils voient ce qu'ils peuvent faire. Si on est arrivé, ce qui nous est arrivé dans les années 80-90, c'est incroyable, où les fonctionnaires sont devenus des milliardaires. Quand on dit non, mais tu ne connais pas l'économie, oui, on ne connaît pas l'économie, mais comment a-t-on fait faillite? Hein? Tous ces gars-là qui sont autour de la CEMAC, là, ils produisent du pétrole. Et ils ont beaucoup d'argent parce qu'ils produisent du pétrole, justement. Et quand on a commencé à produire le pétrole chez nous, le président Ahidjo a dit, premier signe de notre nouvel essor, c'est qu'on construit ce palais de marbre, le palais de l'unité. C'est le premier indice. Le président a dit non. Maintenant qu'on produit du pétrole, il faut qu'on ait un palais qui soit digne de nos revenus. Alors s'il fallait un électrochoc aujourd'hui pour réanimer la CEMAC que quelques-uns disent en état d'agonie. Oui, 60 ans. L'électrochoc serait quoi de votre point de vue? 60 ans, ce serait peut-être que les chefs d'État qui sont là, qui ont largement profité des richesses, laissent la place aux jeunes générations. C'est une affaire d'hommes? Moi, je crois que c'est une affaire de génération. Parce que ces gens-là, ces gens qui ont profité mais largement de ce pétrole, de ces richesses-là. Mais attends, quand on a découvert qu'il y a du pétrole quelque part, mais c'est la joie. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. C'est ce qui s'est passé au Niger. Quand on découvre qu'il y a le pétrole quelque part, mais on danse. Et notre pétrole a donné quoi? Très bien. J'aurais voulu poser d'autres questions sur cette situation de la CEMAC, mais je préfère
dans la traditionnelle rubrique de la parole donnée à nos confrères, nous en avons sollicité 4 qui vont nous passer les questions et puis on revient à vous. D'accord. Henriette Ekwe, bonjour. Vous avez passé la moitié de votre vie dans la lutte politique. Vous êtes une femme engagée. Mais depuis 2011, lorsque vous avez reçu le prix décerné par l'État, le département américain, le prix du courage, on a l'impression que vous avez pris votre retraite, politiquement parlant. Alors, la question que moi je voudrais vous poser, c'est que après vous, il n'y a plus rien. Vous n'avez pas assumé la relève. On veut bien savoir pourquoi. Est-ce que c'est un choix délibéré ou alors vous n'avez pas trouvé les femmes capables de faire comme vous? Le fait qu'elle ait constaté que il y a dans les administrations publiques un fort taux de tribalisme. Vous vous souvenez, cette vidéo est décrit que du vigile jusqu'au directeur, toutes sont d'une même tribu. Donc quand la question que je voulais poser à la suite, une fois que j'ai dit cela, est-ce qu'elle n'a pas une crainte que quand elle fait ce genre de déclaration, vu que le régime est quelque peu policier et répressif et qu'on ne sait jamais ce qui peut lui arriver. Quand elle le fait, quand elle le dit, est-ce qu'elle n'a pas peur? J'ai également constaté que elle a parfois un tien de langage parfois trop dur avec le leader du président national du MRC, professeur Maurice Kamto. Il tient souvent un langage dur à son égard, les gens du MRC. Donc je ne sais pas si elle a une dent particulière contre le parti MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Donc voilà les deux préoccupations que je voudrais lui adresser, que je lui renvoie. Ma première question justement serait de savoir qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de voir à quel point le combat panafricain pour lequel tu as consacré toute ta vie est en train de prendre corps avec les résultats que nous voyons sur le plan politique avec les pays de l'AES pour ne citer que ceux-là, mais aussi sur le plan médiatique avec davantage des chaînes de télévision, radio, des journaux panafricains qui reprennent un discours que tu as souvent très prononcé et qui aujourd'hui semble donner son résultat. Ma deuxième question, elle est liée à ta grande famille politique. Tu as toujours été une UPCiste par essence, par excellence. Et je voudrais quand même savoir pourquoi on a l'impression qu'aujourd'hui l'UPC piétine, l'UPC n'arrive plus à redémarrer. Comment est-ce que vous comptez juguler les divisions internes qui affaiblissent davantage l'union des populations du Cameroun? Alors j'aurais tellement aimé avoir une vraie conversation avec Henriette Ekwe sur un certain nombre de sujets. N'étant pas moi-même en plateau ce soir avec vous, je vais me contenter notamment d'une question, d'une sorte de généralité, si vous voulez. Une généralité pour avoir la réflexion d'Henriette sur sur comment elle scénarise le démantèlement de la France-Afrique en Afrique centrale, qui représente à mes yeux et aux yeux de nombre de gens l'aile dure de ce qu'on appelle le précaré français. Alors je pose cette question en considérant évidemment que du côté de l'Afrique de l'Ouest, il y a eu, si ce n'est une tradition, au moins des expériences de révolution, des dynamiques de révolution au sens d'une rupture prononcée, affirmée, signifiée, rupture avec la France et les méthodes de la France-Afrique. Ça s'est vu au Burkina Faso avec Sankara, et même en Côte d'Ivoire d'ailleurs, au Mali, dans une certaine mesure la Guinée aussi, et même en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo. Sauf que on a le sentiment qu'en Afrique centrale, voilà, tout cela a bien du mal à se mettre en mouvement. Il y a, mais je parle sous votre contrôle, chère Henriette, jamais eu de vrai mouvement révolutionnaire dans l'histoire de ces pays de l'Afrique centrale qui ait abouti à une prise de pouvoir et à une dynamique objectivement révolutionnaire, bien sûr. Retour sur ce plateau en toute franchise avec Henriette Ekwe qui a accepté justement
d'avoir cet échange en toute franchise avec nous. Henriette Ekoué, nous avons donc sollicité quelques confrères. Je vais rapidement vous rappeler une de ces questions, vous allez répondre. Alors, il y a Alphonse Djené qui se plaint de ne pas voir suffisamment de la jeune génération femme engagée dans le combat politique comme vous. Il se pose la question de savoir si vous en avez formé. Est-ce que depuis 2011, vous avez reçu votre prix, vous avez pris votre retraite? Pas du tout. Je reçois régulièrement des femmes, des jeunes femmes qui sont dans des partis politiques et qui viennent prendre des cours. Des conseils chez vous. Voilà, oui. Par exemple, qu'elles apprennent à s'exprimer, qu'elles aient le courage et qu'elles soient un peu... Oui, et qu'elles soient des vigiles de leur parti, parce qu'il faut connaître les textes, il faut connaître l'idéologie du parti, etc., pour prendre la parole. Et on vous a d'ailleurs vu avec le syndicat des journalistes, où vous prenez les plus jeunes, ainsi de voilà, et j'ai formé beaucoup de jeunes, notamment des jeunes femmes, dans la presse politique. Tout à fait. Parce que je disais toujours aux jeunes filles, aux jeunes journalistes, la rubrique reine, c'est la politique. Et c'est à partir de là que vous pouvez avoir des postes de secrétaire, de rédacteur en chef, oui. Etc. C'est une rubrique reine. Donc il faut que les femmes s'y investissent, parce qu'il y en a qui faisaient la santé, qui faisaient la culture. Encore que c'est pas des... Oui, c'est pas des petits trucs. Bon. Mais j'ai beaucoup encouragé les jeunes, comme ma fille Niacha et d'autres. Oui. À s'intéresser à la politique. À s'intéresser à cette rubrique-là. Tout à fait. Alors, Rubrique Chokwa qui dit, il vous a entendu souvent décrier le tribalisme ambiant qui gagne les sphères de l'administration et autres. N'avez-vous pas peur que la répression s'abatte sur vous? Et puis, deuxièmement, vous avez aussi très critique vis-à-vis des formations de l'opposition, notamment le MRC. Avez-vous une dent particulière contre ce parti et son président, par exemple? Pas du tout, pas du tout. Et j'ai eu le président Kamto au téléphone la veille de sa fameuse marche. Oui. Et je lui ai fait 2 reproches. D'abord, depuis qu'il y a la démocratie, jamais un parti n'a pris une identité ethnique. Or, le MRC tient toujours à rappeler que, attention, c'est quand même les Bamileke. Et puis, autre chose, c'est que j'ai l'impression que ce parti est entre les mains des suprémacistes Bamileke. Pourquoi je dis ça? Il y a eu des Bamileke à l'UPC, au SDF, au RDPC, partout. Mais on ne prend pas l'identité d'une région. À un moment, il défilait comme ça. Après, non, il fallait le ndop, parce que ça fait un peu plus... Mais j'ai dit à Kamto, il faut faire très attention, parce que toi, tu veux entrer à la présidence. À la présidence de la République. Si tu ne marques que ton identité Bamileke, tu n'arriveras jamais aux affaires. Tu n'arriveras pas. Frungi, quand vous discutiez avec Frungi, en privé, il disait Abigrafi Boy. Mais quand il est dehors, I want change. Power to the people. Pour se départir de la considération. Jamais il n'a brandi son identité de Graffy Boy. Alors, Mohamed la deuxième chose, oui. Le président est un juriste chevronné. Mais un juriste qui accepte qu'on aille casser les ambassades. Il ne l'a pas dit, on n'a pas vu une déclaration. Si, on a vu, comment on l'appelle, le Douala là qui est mort. Kingé. Paul-Éric Kingé, oui. Paul-Éric Kingé a dit devant les caméras, mais vous attendez quoi? Il faut aller à Berlin, il faut aller à Bruxelles, etc. Mais on vous dira que c'est Paul-Éric Kingé, c'est pas le professeur Non, c'était le directeur de campagne. Il faut faire attention. Et donc, je dis ça parce qu'un juriste qui sait ce que c'est que le droit international public, qui protège les ambassades, et dans l'ambassade, il y a les papiers des Camerounais qu'on fabrique à l'ambassade. Comment vous pouvez aller, on casse une ambassade, on décroche le truc, on fait pipi, ça ne se fait pas.
Il m'a dit, ce n'est pas moi. Et je lui ai dit, tout ce qu'on fait en ton nom, tu dois réagir. C'est ça un leader politique. Ou bien qui ne dit rien consent, c'est ce que vous Tout voulez à dire? fait. Tout à fait. Je lui dis que quand on a fait ça en ton nom, tu es obligé de réagir et violemment. Alors, Bachi Bandadan dit, vous avez combattu toute votre vie pour le panafricanisme. Qu'est-ce que ça vous fait de voir aujourd'hui un certain nombre d'élans, notamment les États de l'Alliance sahélienne, beaucoup de médias qui ont aujourd'hui une vision panafricaniste. Et secondairement, qu'est-ce que vous faites pour que l'UPC, votre cher UPC, retrouve du poil de la bête? Bon, le panafricanisme, c'est la défense. Le RDA, oui. en 1946, c'était une idée panafricaine. Nous ne pouvons pas avec aller... les Kwame Nkrumah, à la voilà, Genèse, Céliacie. tout ça. Et moi, le panafricanisme est dans l'ADN de toutes les organisations révolutionnaires. Bon. Quand on a dit ça, ce qu'on a fait avec cette chaîne, on a relancé le panafricanisme. Parce que ce qu'on a fait pour Gbagbo, où on a défendu Gbagbo bec et ongle. On a défendu Gbagbo parce que Gbagbo était un panafricaniste, c'était notre camarade. On a cheminé ensemble. Donc on est des révolutionnaires et on reproduit avec Gbagbo ce qu'on a fait à l'UPC et au FLN. Donc on s'est retrouvé un peu comme dans une opposition dans la d'indépendance. Mais il faut quand même que je dise, parce que ça Gbagbo me l'a dit. Il m'a dit, le président Biya m'a protégé. Parce que quand ils sont allés à Kléber, on dit à Gbagbo, il faut que tu enlèves ton premier ministre. Il dit jamais. Il me dit, j'ai fait le fou. C'est ton président qui a demandé la suspension de la séance. On est sorti et il m'a dit, ton avion est où? J'ai dit, il est à l'aéroport. Il dit, et tu penses que tu vas partir comment? Quand on te dit, fais ça, va à ton ambassade, tu fais ça. Il me dit, j'avais oublié ça. Effectivement, je n'aurais jamais décollé. Ils auraient pris Ouattara pour le mettre là-bas. Bref, le panafricanisme, tous les Africains politiques sont des panafricanistes. Nous le sommes encore davantage parce qu'on nous a tellement piétinés que on s'est retrouvé des conseillers de Conakry, du président, enfin, le président Sékou Touré. Tout à fait. Et Moumié. Tout à fait. D'autres se sont retrouvés au Caire, où c'était aussi un grand panafricaniste, Nasser, etc. C'est nous, l'UPC, en 1958, qui avons conseillé à M. Mandela. Quand il est sorti pour la première fois en 1958, il est arrivé à Rabat parce que Mohamed V était un grand panafricaniste. Il est arrivé là-bas, il a donc trouvé les UPCistes et les gars du FLN, et c'est l'UPC qui leur a dit. Alors, comme la réalisation nous font de grands films, on va terminer par cette question de Luperi Wandi depuis les États-Unis. Oui. Que faut-il faire pour destituer l'ADN de la France-Afrique qui semble résister en Afrique centrale plus qu'ailleurs? Vous partagez cet avis? Mais attends, De Gaulle a dit que notre région, là, c'est vraiment c'est la Cendrillon, parce qu'il y a des richesses chez nous, dans ce beaucoup, en Afrique centrale. Et ces richesses-là sont entre les mains de ceux qui sont à la tête de l'État et qui n'ont pas trouvé bon d'essayer de répartir ces richesses pour que tout l'ensemble du peuple en profite. Bon, Ahidjo, il a fait ce qu'il a fait, l'école était plus gratuite qu'elle ne l'est aujourd'hui, il a fait beaucoup de choses aussi, sauf la répression contre nous les UPCistes, qui était très violente. Mais de plus en plus, ce qui se passe au Cameroun et ailleurs,
c'est qu'il y a une grande misère dans ces pays-là qui sont dans l'exploitation pétrolière depuis plus de 60 ans. Le premier baril du pétrole au Gabon, c'était en 1961, premier baril. Mais tout l'argent allait dans les poches de la famille Bongo. Et le reste, c'était à la France. Donc, il y a eu réellement dans notre sous-région une mauvaise gestion qui fait qu'on est là où on est. Donc, on ne va pas s'en sortir. L'ADN de la France-Afrique a encore de beaux jours en Afrique centrale, ou bien vous pensez non, sauf que eux-mêmes commencent à être un peu mal à l'aise. Parce que les Africains de l'Afrique centrale sont maintenant mal à l'aise parce que c'est les autres de l'Afrique de l'Ouest. Comment le panafricanisme a été relancé au Cameroun? C'est nous qui étions fort. Bachir, c'est lui qui faisait tous les jours les plateaux du panafricanisme. Mais ça prenait de l'autre côté. Je suis arrivé un jour en France en 2013. Il y avait 5 chauffeurs de taxi qui voulaient m'amener. Pourquoi? Parce qu'ils suivaient cette chaîne-là. 5. Ils m'ont dit on vous amène gratuitement. Ils étaient des Guinéens, des Sénégalais, des Maliens. Ils disent que mais vous nous avez ouvert les yeux. Bon, ça c'est les forces des Camerounais.